Au sommaire cette semaine, aurons-nous un jour des vaccins contre le sida ou le cancer, Jurassic Park en vrai, et pour finir, un robot qui apprend tout seul à marcher. Voici En route vers le futur numéro 25. Bonjour, je m'appelle Frédéric Boidron et si vous désirez découvrir le monde de demain avant tout le monde, bienvenue sur cette chaîne. Tous les lundis matins à 9 h, je vous offre votre veille technologique sur un plateau. Et pensez à vous abonner pour ne louper aucune de mes prochaines chroniques. Cela fait bientôt 40 ans que l'on connaît le virus du sida. Et on n'a toujours pas de vaccin. Le cancer, on le connaît depuis 18 siècles. On n'a toujours pas réussi à le contrer par un vaccin non plus. Et à côté de cela, on a le Covid-19 qui se pointe. Et en moins d'un an, on a plusieurs centaines de prétendants et 11 vaccins sont déjà commercialisés. Pourquoi? C'est quoi un virus? Bonne question. Revenons à la base, parce que c'est pas une notion si simple à comprendre. Imaginez un grain de poussière, inerte. Ajoutez-lui quelques brins d'ADN. L'ADN, c'est quoi? On pourrait comparer ça à un plan livré avec un meuble Ikea. L'ADN décrit comment un être vivant est construit, jusque dans ses moindres détails. Par mesure de simplification, je ne vais pas séparer les notions d'ADN et d'ARN. Désolé si cela va créer quelques grimaces chez les connaisseurs. Reprenons notre grain de poussière. Ce grain de poussière est absolument inerte. Il ne se déplace pas, il ne mange pas. Sa seule spécificité est qu'il transporte un ADN, mais est absolument incapable de se reproduire tout seul. Il a besoin de détourner le fonctionnement d'une cellule hôte pour cela. C'est embêtant en effet. Pour se reproduire, le virus doit être en contact et entrer dans une cellule vivante, c'est-à-dire l'élément de base de tout être vivant. Une fois à l'intérieur, le virus va utiliser son hôte comme une usine pour fabriquer un très grand nombre de copies de lui-même. La cellule finit par se détruire par épuisement de ses ressources. Les copies du virus original vont ensuite atteindre les cellules voisines et reproduire le même schéma de reproduction. Et ainsi de suite. Et une fois que l'animal ou la plante est assez contaminé, il peut lui-même transmettre des virus à ses congénères, que ce soit par les airs, des fluides, des rapports sexuels ou des échanges de sang. C'est comme cela que naît une épidémie ou une pandémie, quand l'épidémie atteint un très grand nombre de personnes ou une zone géographique très large. Chaque virus est compatible avec certaines cellules seulement, ce qui explique pourquoi chaque virus peut être dangereux pour certains organes et pas d'autres. Notre organisme possède une sorte d'encyclopédie des virus. À chaque fois qu'il découvre un nouveau type de virus qu'il ne reconnaît pas, il tente par tous les moyens de le détruire. Une fois réussi, il garde en mémoire la façon qu'il a fait pour le détruire, afin de ne pas perdre de temps si ce même virus est détecté. C'est ce qu'on appelle les défenses immunitaires. Qu'est-ce qu'un cancer? En réalité, il n'y a pas un cancer, mais des cancers. Notre ADN contient notre plan, et notre organisme renouvelle nos cellules très régulièrement en se servant de ce plan. Pour cela, les cellules vont se multiplier en se divisant en deux, et ainsi créer une nouvelle cellule identique à chaque division cellulaire. Parfois, cela se dérègle, à cause du tabac, de l'alcool, du soleil, de radiation ou d'un virus. La copie de la cellule, lors de la division, se fait avec des erreurs. C'est ce qu'on appelle une mutation. Normalement, les cellules sont capables de réparer ces anomalies et finissent par être détruites tout simplement. Mais lorsque ces mutations deviennent trop importantes ou que le système de détection de ces anomalies ne fonctionne plus, les cellules finissent par se multiplier sans fin en conservant ces anomalies. On appelle ça une tumeur. Au début, elle est bénigne, c'est-à-dire que ces cellules se multiplient mais n'affectent pas le reste du corps. C'est juste que cela produit des cellules qui ne servent à rien, mais qui peuvent prendre de la place dans le corps et finir par peut-être gêner son porteur. À ce stade, la tumeur n'est pas cancéreuse. Par contre, une tumeur maligne produit des métastases, c'est-à-dire des cellules cancéreuses qui vont se répandre dans les organes voisins et ainsi produire des cellules non fonctionnelles un peu partout dans le corps. C'est pourquoi plus un cancer est détecté tard, plus il est complexe de le soigner. Et le sida? Le sida est la phase finale de la maladie liée au virus VIH. Le VIH entre dans notre corps par le biais des relations sexuelles, par un contact de sang à sang ou par transmission entre une mère et son fœtus. Comme dit tout à l'heure, un virus s'attaque à certaines cellules avec lesquelles il est compatible pour pouvoir se multiplier. Et malheureusement, le VIH s'attaque aux lymphocytes T4, qui sont les cellules qui nous servent de troupes d'élite pour combattre les virus récalcitrants. Le VIH s'attaque également aux cellules qui, normalement, servent de poubelles sécurisées pour détruire les bactéries et les cellules mortes. Bref,
le VIH fout un boxon pas possible dans notre système immunitaire. On ne meurt pas du VIH, mais de ses conséquences, puisque l'on finit par ne plus avoir d'armes pour se protéger des agressions extérieures. Comment fonctionne un vaccin? Le principe est relativement simple. Comme nous l'avons dit tout à l'heure, notre organisme tient une sorte d'encyclopédie des virus qu'il a rencontrés et la manière qu'il a réussi pour le combattre. Tout simplement, nous injectons des virus atténués ou juste quelques protéines provenant de celui-ci qui ne pourront pas se reproduire. Notre système immunitaire va les détecter et les combattre par tous les moyens qu'il a à sa disposition. Et il gardera en mémoire comment il a réussi à les détruire. Quelques semaines ou mois après, on fait un rappel. On recommence l'opération pour que notre organisme prenne en compte que ce virus peut revenir et qu'il doit absolument garder en mémoire la façon de le combattre. Qu'est-ce qu'un virus à ARN messager? C'est une autre technique. Plutôt que d'injecter un virus inopérant pour que le corps apprenne à le combattre, nous lui donnons les plans pour fabriquer une partie non fonctionnelle de ce virus et ensuite, notre système immunitaire s'entraîne à le détruire. Cette technique est plus moderne et plus simple à fabriquer puisque c'est notre organisme lui-même qui produit son école d'entraînement. Et cet ARN messager reste tout le temps dans notre corps? Non, c'est très instable et il est très vite détruit. Il sert seulement le temps que notre organisme apprenne à le reconnaître et le combattre, puis disparaît. Comment on fait des vaccins aussi rapidement pour la Covid? La Covid-19 est une maladie déclenchée par un virus que nous ne connaissions pas jusque-là, le SARS-CoV-2. Il vient d'où? C'est un virus zoonotique, c'est-à-dire qu'il existait déjà auparavant chez d'autres espèces animales dont l'ADN est relativement proche du nôtre, jusqu'au jour où une mutation de ce virus lui a permis d'être compatible avec l'humain. Nous parlons alors de saut d'espèce. C'est ce qui semble être arrivé en 2019 et même probablement un peu avant. Comme un virus doit utiliser des gènes de l'ADN de son hôte pour se reproduire, nous pouvons remonter à la source en étudiant l'ADN d'un virus. C'est ainsi que nous pensons que le SARS-CoV-2 provient de chauves-souris et que la maladie est passée par le pangolin avant que nous ne soyons atteints. On en retrouve les traces dans les gènes embarqués dans le virus. D'autres cas existent comme le SRAS, qui provient également de chauves-souris, de l'Ebola, qui provient de chauves-souris, de singes, la peste des rats, la rage par les renards et les chiens, ou la grippe aviaire par les oiseaux. On estime que 75% des maladies émergentes chez l'homme proviennent de mutations issues de maladies déjà présentes chez d'autres espèces animales. Et bien sûr, rien n'interdit nos propres maladies endémiques de muter également pour devenir compatibles avec d'autres animaux. Même si nous ne connaissions pas le virus SARS-CoV-2, nous connaissions déjà sa famille. Le SARS-CoV-2 est un virus de la sous-famille des coronavirus. On les reconnaît grâce à leur couronne de virions, d'où le nom de coronavirus, virus à couronne. Nous connaissons et combattons les coronavirus depuis 1931, lorsque nous l'avons découvert sur des poulets dans le Dakota du Nord. On appelait ça le coronavirus aviaire. En 1947, une première mutation de coronavirus a permis aux humains d'être compatibles. Et le premier coronavirus détecté, capable de se reproduire chez l'humain, est le virus B814. Il a été découvert chez un enfant anglais qui souffrait d'un rhume, et depuis, un tiers de nos rhumes bénins sont dus à des mutations des coronavirus qui ont suivi 229E, NL63, OC43 ou HKU1. Aujourd'hui, en tant qu'humains, nous vivons avec de nombreux coronavirus, comme le SRAS ou le MERS-CoV, et nous étudions également les coronavirus présents chez les autres espèces afin de prévenir une éventuelle mutation qui pourrait nous atteindre. Je ne comprends pas trop la différence entre le Covid-19, SARS-CoV-2 et le coronavirus. Pour résumer, le SARS-CoV-2 est le nom du virus. Coronavirus est le nom de la famille, enfin plutôt de la sous-famille de ce virus. Et la Covid-19 est le nom de la maladie déclenchée par le virus, qui est une espèce de pneumonie aiguë. Bref, les coronavirus, nous les connaissons depuis longtemps. Et nous avons déjà appris à les combattre. Suite à l'épidémie de SRAS, un coronavirus qui nous a déjà fait peur en 2003, nous avons développé des vaccins. Des essais concluants avaient été faits sur des animaux. Mais nous n'avons pas eu le temps de lancer une phase d'essai clinique sur l'humain, puisque l'épidémie a cessé en quelques mois. Ces études ont donc été mises au placard. C'est quoi des essais cliniques? Avant de commercialiser un vaccin, il doit passer par 3 phases d'études cliniques. La phase 1 est limitée à très peu de personnes volontaires, entre 10 et 40, pouvant être rémunérées. Elle sert uniquement à dépister la moindre toxicité. Elle sert également à définir le bon dosage. La phase 2, pouvant être déployée sur 40 à 80 personnes, va commencer à tester l'efficacité aux doses calculées dans la phase 1.
La phase 3 doit être faite sur bien plus de monde. On parle maintenant de plusieurs centaines, voire même mieux, plusieurs milliers de personnes. C'est ici que l'on introduit la notion de placebo. Une partie des personnes reçoivent le vaccin et l'autre partie un placebo. Le patient et l'équipe médicale qui injecte la solution ne savent pas s'ils proposent le vrai vaccin ou un placebo. Cela permet d'éviter tout préjugé qui pourrait altérer le résultat. C'est ce qu'on appelle une étude en double aveugle. Et ensuite, on compare les résultats de la population ayant reçu le vaccin et la population ayant reçu le placebo. C'est à partir de cette comparaison que l'on calcule les taux de réussite d'un vaccin. Comme la population est plus large, cela permet également de détecter des effets indésirables non détectés dans les phases 1 et 2. Cette phase 3 peut être longue, très longue, puisque l'on va devoir attendre que les deux populations puissent être confrontées à la maladie. On n'inocule pas, bien sûr pour voir. On estime qu'un certain pourcentage de ces personnes sont censées attraper la maladie sur une période donnée. Pour aller un petit peu plus vite, on peut faire cette phase 3 avec des populations ayant un petit peu plus de chances de contracter la maladie. En fonction des résultats de cette phase 3, le laboratoire qui a développé le vaccin pourra demander enfin une autorisation de mise sur le marché. Une fois un vaccin commercialisé, ce n'est pas terminé. Il existe une phase 4 qui consiste en une surveillance continue à vie du vaccin. C'est ce qu'on appelle la pharmacovigilance. Nous connaissions déjà les virus de type coronavirus depuis longtemps, et les premiers prototypes de vaccins avaient été préparés dès 2003 avant d'être mis au placard. Avec l'apparition de la Covid-19, les recherches effectuées en 2003 ont été réouvertes. On n'est pas reparti de zéro. De plus, nous avons bien évolué ces dernières années sur le développement des vaccins. Les vaccins de type ARN messager sont étudiés depuis 30 ans, et les laboratoires commencent à les maîtriser. D'après Moderna, il aura fallu seulement 3 jours pour synthétiser la protéine qui permet au virus d'entrer dans la cellule. À côté de cela, les États ont investi des sommes colossales dans la mise au point de vaccins contre la Covid-19. Rien que pour l'Europe, c'est un investissement de 2,15 milliards d'euros d'urgence pour accélérer le processus. Les États-Unis, c'est même 11 milliards. Somme que d'autres recherches n'ont jamais reçue, et c'est bien dommage. Enfin, dans l'urgence, les procédures ont été accélérées. Plutôt que d'envoyer leurs résultats d'un coup en fin d'essai, les études étaient traitées au fil de l'eau. Au lieu de prendre 7 mois, la procédure a été réduite à 1 mois et demi. Par contre, les standards de qualité et de sécurité sont restés aussi exigeants qu'auparavant. Pourquoi le sida n'est toujours pas vaincu? Aujourd'hui, 40 millions de personnes vivent avec le VIH dans le monde. Il y a de multiples raisons qui expliquent que nous ne sommes toujours pas encore venus à bout. La principale est que l'organisme humain est apte à se battre lui-même contre des coronavirus. Il est capable d'en guérir tout seul dans la plupart des cas. Avec un vaccin, on force juste notre système immunitaire à connaître par avance le SARS-CoV-2 afin qu'il apprenne à le combattre plus efficacement. Or, pour le VIH, notre système immunitaire est incapable tout seul de s'en débarrasser. Seuls 2 cas de rémission ont été observés en près de 40 ans suite à une greffe de moelle osseuse, opération extrêmement lourde. D'autres personnes souffrant du sida ont été greffées de la même manière, sans avoir de rémission. Avec le VIH, nous n'avons pas de base de guérison naturelle pour nous en inspirer afin de mettre au point un vaccin. Si l'on reprend le cas de la Covid-19, il existe de nombreux variants qui se déclarent à travers le monde. Anglais, breton et maintenant brésilien. Les mutations d'un virus sont tout à fait normales et naturelles. D'ailleurs, c'est déjà suite à des mutations que l'humain est devenu compatible avec la Covid-19. Pour le moment, les variants qui émergent un petit peu partout dans le monde restent très proches de la souche originale et les vaccins déjà commercialisés restent encore efficaces sur eux. Le gros problème du VIH, le virus du sida, c'est qu'il est hautement mutagène. Il mute quasiment sur chaque patient qu'il infecte. Il y a autant de variants que de personnes atteintes. C'est donc extrêmement compliqué de développer un vaccin qui sera obsolète en quelques mois parce que les mutations auront radicalement changé le virus à travers le monde. Même si l'encyclopédie de notre système immunitaire apprenait à reconnaître un variant du VIH, il ne reconnaîtrait qu'une très faible partie des autres variants et serait donc inefficace. Quels sont les espoirs? Des équipes travaillent sur le plus petit dénominateur commun reconnaissable de chaque variant du VIH, plutôt que de chercher à cibler l'ensemble des variants. Maintenant que l'on commence à bien maîtriser les vaccins à ARN messager grâce aux développements qui se sont multipliés pour combattre la Covid-19, cette technologie est désormais accessible pour mettre au point un vaccin contre le VIH. Un nouveau candidat vaccin a donc été mis au point ces derniers mois. Un premier essai clinique de phase 1 a eu lieu sur 48 personnes et 97% des participants vaccinés
ont développé une réponse immunitaire. Attention, 48 personnes pour un essai clinique, ce n'est pas suffisant pour en tirer des conclusions. Au troisième trimestre de l'année 2021, le laboratoire Moderna devrait prêter main forte pour lancer un nouvel essai en phase 1, mais en double aveugle cette fois-ci, afin d'avoir des chiffres un petit peu plus approfondis. N'oubliez pas qu'il reste encore les phases d'études cliniques 2 et 3 à faire avant de valider sa mise sur le marché. Et comme on ne va pas inoculer le sida à des patients, juste pour voir s'ils arrivent à le combattre, on va laisser passer quelques temps pour voir si certains des volontaires attrapent le virus. Et cela peut prendre des années. Et pour le cancer? Déjà, je préfère le rappeler, il n'y a pas un cancer, mais des cancers. Et tous les cancers ne sont pas dus à des virus ou à des bactéries. Ils dépendent souvent des agressions que l'organisme subit. Alcool, cigarettes, amiante, soleil, radiation, etc. Pour les cancers qui sont liés à un virus ou une bactérie, il sera très difficile de créer un vaccin généraliste, tant les formes de cancer sont nombreuses. Il faut plutôt imaginer des vaccins spécifiques à chaque lésion. C'est d'ailleurs déjà le cas, certains cancers peuvent être prévenus avec un vaccin. Le papillomavirus est un virus responsable de différents cancers qui attaquent le col de l'utérus, l'anus ou l'oropharynx, et il existe déjà 3 vaccins disponibles contre celui-ci. D'autres vaccins existent pour préparer notre organisme à se battre contre d'autres formes de cancer, notamment le cancer du foie ou de la prostate. Enfin, il existe des vaccins qui s'attaquent à des tumeurs même si elles sont déjà existantes. En simulant l'attaque de la tuberculose par le biais d'un vaccin, la réponse immunitaire va également détruire des tumeurs lors du cancer de la vessie. De nouvelles pistes s'ouvrent. L'immunothérapie en est une. Cela consiste à emprisonner des traces d'ADN de cellules cancéreuses dans des particules de graisse. Une fois injectées dans le corps, notre organisme les prend pour des virus et les attaque et apprend à reconnaître leur code génétique. Hop, dans l'encyclopédie de l'organisme. Et lorsqu'une tumeur commencera à naître, notre système immunitaire en reconnaîtra le code génétique et l'attaquera également. Sinon, les avancées que l'on a fait ces derniers mois sur les vaccins à ARN messager ont permis de débloquer certains freins. Les laboratoires s'y engouffrent actuellement, et certains prétendent qu'ils arriveront à trouver des solutions globales dans les années à venir. Des essais cliniques en phase 1 ont même démarré. Attention, l'espoir c'est bien, c'est important, mais gardez à l'esprit que même si la médecine n'a jamais été aussi novatrice que ces dernières années, il y a encore du chemin avant que des maladies comme le cancer ou le sida ne soient totalement vaincues. Je tiens à remercier vivement Guy Cavreau, enseignant en innovation, et Fabien, gynécologue obstétricien, pour leur précieuse aide dans la relecture de cette chronique. Bon, cette vidéo est suffisamment longue. Les 2 autres sujets vont être traités très brièvement. Si vous êtes fan de science-fiction, vous avez dû lire les romans Jurassic Park de Michael Crichton et leur adaptation cinéma par Steven Spielberg. Le pitch déroule la naissance d'un parc d'attractions où des scientifiques ont réussi à recréer des dinosaures à partir de leur ADN piégé dans des moustiques conservés dans l'ambre depuis 65 millions d'années. Il est dit un peu partout que Elon Musk, patron de SpaceX et Tesla, a la construction d'un parc du même type dans la tête. Alors déjà c'est faux, cela ne vient pas de lui, mais de Max Odak. C'est qui? C'est la personne avec qui Elon Musk a créé la société Neuralink. Le lien avec Elon Musk s'arrête ici. Neuralink développe une puce qui devrait permettre à terme de piloter des objets par la pensée. Hein? Quoi? Ah, j'avais dit qu'on allait essayer de faire court, pourtant. Cette puce pourrait être implantée dans le cerveau de personnes ayant perdu l'usage de leurs membres. Avec cet outil, ces patients pourraient finir par retrouver une vie normale en utilisant des membres robotisés, voire un exosquelette. Ce n'est pas complètement nouveau, mais cette fois-ci on parle d'une puce minuscule, contrairement aux expérimentations actuelles où un truc énorme sort de la tête. Et donc, Max Odak émet l'idée qu'avec notre technologie génique actuelle, on pourrait peut-être en moins de 15 ans créer de nouvelles espèces inspirées des dinosaures, les élever, puis les présenter dans un zoo. Retenez donc qu'il émet l'idée que c'est peut-être possible, et ne fait absolument pas une annonce comme quoi il va le faire. Et encore moins entraîner Elon Musk dedans. Voilà, c'est tout. Ah oui, effectivement, c'est court. T'as vu la durée de cette vidéo déjà? Cassie est un robot bipède de la société Agility Robotics, probablement la société la plus avancée en robotique humanoïde après Boston Dynamics. Suivez ma fiche ici pour tout connaître sur les robots de Boston Dynamics.
Cassie est déjà un vieux robot. Il a permis de mettre au point un robot bien plus avancé, Digit. Celui-ci, équipé d'un buste et de bras, pourrait un jour venir livrer vos colis. Revenons sur Cassie. Ce robot savait déjà marcher par le biais d'algorithmes mis au point par Agility Robotics. Mais ici, les chercheurs de l'université de Berkeley, en Californie, ont acquis un de ces robots pour tester une nouvelle façon d'enseigner la marche aux robots bipèdes. Plutôt que de passer de longs mois, voire des années à programmer une marche correcte sur un robot, les chercheurs ont eu l'idée de laisser le robot faire comme le ferait un bébé. Ils ont tout d'abord recréé une version virtuelle du robot et l'ont placé dans un univers également virtuel. Et là, ils lui ont dit « lève-toi et marche !» ou un truc du genre. Cette version virtuelle, qu'on en appelle aussi jumeau numérique, a tenté par tous les moyens de se déplacer. Elle est tombée des millions de fois, a tâté des techniques que les développeurs n'avaient probablement même pas imaginées. Cette façon d'apprendre par succession d'erreurs, comme les humains, s'appelle l'apprentissage par renforcement, ou Deep Reinforcement, ce qui est considéré comme une forme d'intelligence artificielle. Cet été, je devrais sortir une vidéo pour expliquer tout ça. Quand elle sera prête et que j'y pense, je mettrai le lien ici. Pour aller plus vite, il n'est pas interdit de lancer plusieurs instances en même temps, voire des milliers ou des millions sur de gros serveurs, et le tout à une vitesse rapide. À chaque seconde, le robot, ou plutôt son jumeau numérique, emmagasine de l'expérience. Et lorsque le laboratoire pense que la marche commence à ressembler à quelque chose, elle transfère le résultat de l'apprentissage sur un vrai robot Cassie. Et c'est lui que l'on peut voir sur ces images. La démarche n'est pas encore au point, mais la méthode a énormément d'avenir. Si vous avez aimé cette vidéo, merci de mettre un petit pouce bleu, cela contribuera à faire connaître ma chaîne aux algorithmes de YouTube. Si vous avez une question ou si vous avez un commentaire à faire sur l'actualité de cette semaine, n'hésitez pas, je me ferai un plaisir de vous répondre moi-même. D'ailleurs, si je trouve la question intéressante, promis, j'y répondrai en vidéo. Et si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous pour ne pas rater les prochaines chroniques. Allez, ciao les humanoïdes!